All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Le président, bonjour à tous. Maître Proulx, vous avez la parole. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Merci de me donner la parole. Je vais poursuivre et reprendre là où mon collègue s'est arrêté ce matin. Et les sujets que je vais évoquer cet après-midi souffrent des mêmes difficultés que celles qui ont été évoquées ce matin et cet après-midi. Je vais mettre en lumière ces déficiences dans mes interventions de cet après-midi, bien qu'il ne sera pas possible de toutes les traiter. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que vous effectuerez une analyse détaillée des arguments des parties durant vos délibérations. Je vais commencer immédiatement par mon premier sujet, c'est-à-dire l'absence de lien entre M. Ngaïsona et le groupe dirigé par M. Yekatom. Et je le ferai en 3 parties. L'accusation doit lier M. Ngaïsona au groupe dirigé par M. Ngaïsona si elle veut pouvoir établir sa culpabilité. Or, il ne s'agit pas d'une affaire de coperpétration. C'est une affaire qui est poursuivie au titre de l'article 27.3 C et D. Et dans ces 2 modes de responsabilité, l'éloignement ou la distance entre l'accusé, sa contribution et les crimes signifie que l'accusation a l'obligation de montrer de quelle manière ce lien peut être établi entre l'accusé et les crimes imputés. Et là que l'accusation échoue totalement dans cette démonstration s'agissant des crimes qui auraient été commis par le groupe de M. Yekatom. Premièrement, il n'y a pas de preuve crédible que M. Ngaïsona ait contribué, ait été informé ou ait eu l'intention de contribuer aux crimes qui auraient été commis le 5 décembre ou immédiatement après, chef 1, 6 et 8. 1 à 6 et 8. Et il n'y a rien de convaincant dans le mémoire en clôture de l'accusation. Et d'ailleurs, ils n'ont rien donné de nouveau dans leur plaidoirie de cette semaine. Monsieur Belbenoît n'a pas mentionné une seule fois Monsieur Ngaïsona dans ses arguments. Madame Pratabon non plus, qui a parlé des chefs 11 à 17. Et Madame Berdenigova les a mentionnés en passant à 2 reprises, mais n'a jamais même essayé d'établir un lien entre les crimes imputés et chef 24-28 et M. Ngaïsona. La théorie du lien entre M. Yekatom et M. Ngaïsona est tenue, pour dire le moins. Elle s'appuie entièrement sur des contacts téléphoniques allégués qu'ils auraient eus avec des interlocuteurs communs, mais jamais l'un avec l'autre. Hier, nos collègues de l'équipe Yekatom ont désamorcé beaucoup des affirmations s'agissant des contacts allégués entre leurs clients et des personnes comme Konaté, Mokom, Andijo et Charles Grémangou. Je vais traiter pour ma part de l'autre côté de cette affirmation, et en particulier la relation alléguée et les contacts entre Charles Grémangou et M. Ngaïsona. En citant Ngaya, l'accusation allègue que Grémangou faisait rapport directement à Ngaïsona, paragraphe 77 de mon mémoire. Mais ce faisant, il s'écarte totalement de la preuve parce que la déclaration règle 68.3 de M. Nguia ne précise pas la période de temps ou le champ de ces rapports, parce que durant
son témoignage, M. Ngaya a beaucoup dilué cet élément. Il a déclaré qu'il avait eu une réunion à Boeing et que c'était à cet endroit qu'il avait rencontré Wenesui, Ngremangu. Il a dit « Je ne sais pas quel rôle il jouait précisément. Je ne sais pas quel rôle il jouait. » Je le cite. Ce qui signifie que, au moins avant cette réunion à Boeing, M. Ngaya ne savait pas qui était Ngremangu ni ce qu'il faisait. Et il n'aurait pas pu dire que Ngremangu faisait rapport à M. Ngayigona. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais dit à aucun moment de son interrogatoire. L'allégation selon laquelle Ngremangu faisait rapport à M. Ngaïsona avant le 14 janvier 2014 est également contredite par le fait qu'au moins le 9 janvier 2014, Ngremangu ostensiblement faisait acte de président du mouvement, comme le montrent les documents du CLPC. Et en tant que président, il ne devait pas donner rapport à qui que ce soit. Et P0487 a testifié que Ngremangu était le chef de tous les anti-Balaka. P0487 fait valoir que M. Ngaïsona et Ngremangu étaient proches, mais il a également déclaré qu'il ne savait pas quelle était la nature de leur relation. Ce qui veut dire que, comme l'accusation le dit au paragraphe 77 de leur mémoire, cela démontre qu'ils étaient impliqués, qu'ils étaient en contact dans le contexte des activités anti-Balaka. Dire cela, c'est vraiment une exagération pour dire le moins. Les preuves disponibles ne permettent pas une telle conclusion. Autre exemple de la tentative faite par l'accusation de créer un lien entre M. Ngaïsona et Egasom par le biais de Ngremangu, c'est l'allégation au paragraphe 241 que M. Ngaïsona et Ngremangu étaient en contact téléphonique avant l'attaque du 5 décembre. Et là encore, il y a beaucoup de problèmes lorsqu'on dit cela. Finalement, l'attribution des numéros de téléphone pertinents n'est pas établie au niveau requis. Premièrement, comme nous l'avons indiqué dans notre réponse à la motion présentée en audience de l'accusation sur les relevés téléphoniques, un des numéros camerouniens qui aurait été utilisé par M. Ngaïsona en contact avec un autre numéro aurait été utilisé par M. Ngaïsona au moins 17 fois, un numéro centrafricain. Deuxièmement, nous avons récemment identifié des contacts entre les deux numéros camerounais attribués à M. Ngaïsona. C'est la diapositive suivante. Troisièmement, et cela figure également dans notre mémoire paragraphe 123, nous avons indiqué un cas où ces deux numéros camerouniens étaient utilisés au même moment, annexe A12 de notre mémoire, et nous le montrons à l'écran pour le moment. Quatrièmement, depuis la déposition de notre mémoire, nous avons constaté 3 appels se chevauchant supplémentaires entre les deux numéros camerouniens attribués à M. Ngaïsona que nous montrons maintenant dans les 3 diapositives suivantes. La première, 3 décembre. Deuxième appel, le 5 décembre. Et le dernier rappel, le 28 décembre. Bon, est-ce que l'accusation veut nous faire croire que M. Ngaïsona s'appelle lui-même à plusieurs reprises, qu'il utilise à plusieurs reprises 2 téléphones différents à la même heure? Étant donné le caractère très improbable de ces scénarios, la seule conclusion raisonnable est que ces attributions ne sont pas crédibles. On ne saurait s'y appuyer. Et d'ailleurs, le numéro de téléphone qui se termine par 8857 a des appels qui se chevauchent et ce sont des téléphones qui auraient été attribués à Dedan, Maximocom et d'autres. Et ce n'est pas tout, parce que la même chose est constatée pour les numéros de téléphone attribués par l'accusation à M. Ngremangu. Les 3 numéros de téléphone qui auraient été utilisés par lui s'appellent les uns les autres.
Vous voyez sur la diapositive les deux numéros qui seraient attribués à M. Ngrémangou. Il s'appelle l'un l'autre au moins 71 fois. Et puis ensuite, diapositive suivante, deux numéros également attribués à Ngrémangou. Et ils s'appellent l'un l'autre au moins 38 fois. L'accusation voudrait vous faire croire, Monsieur le Président, que ces trois numéros sont utilisés de manière continue et exclusive par une personne, ce qui est impossible en l'occurrence. Ce que cela montre, pour le moins, c'est que nous ne pouvons pas savoir qui exactement utilise l'un ou l'autre de ces téléphones à un moment donné, outre le fait que nous n'avons aucun contenu pour ces contacts allégués. Monsieur le Président, on ne peut fonder une condamnation sur ce simple élément de preuve. En outre, ces coups de téléphone allégués entre M. Ngrémangou et M. Ngaïsona ne figuraient pas dans le mémoire avant procès de l'accusation. Ils ne figuraient pas dans les CST non plus de l'accusation. Ils n'ont pas été mentionnés dans aucune motion en salle d'audience pendant le procès. Ces appels n'ont jamais été mentionnés avant le mémoire en clôture, ce qui est révélateur. Ce que cela montre, c'est que l'accusation ne leur a accordé aucun poids, qu'ils n'avaient pas l'intention a priori de les utiliser, parce qu'ils savaient que ces appels n'étaient justement pas crédibles. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de valeur probante. Ce n'est que maintenant qu'ils se trouvent en face de cette absence de preuves avec l'écroulement de leur affaire, alors ils ont recours à ceci en désespoir de cause. Ils jettent tout sur la table pour voir si quelque chose va pouvoir être sauvé. Même si ces appels avait bien eu lieu entre ses interlocuteurs, Monsieur le Président, l'accusation ne parvient toujours pas à établir qu'il constitue une contribution en application de l'article 25.3c et d. Parce que non seulement nous ne savons pas ce qui a été évoqué au cours de ces appels, nous n'avons aucune idée non plus de quelle manière ces appels auraient pu avoir un impact sur la commission des crimes, de ces crimes spécifiques, sans parler d'un crime spécifique. Et c'est ce qu'ils doivent établir. Ils doivent montrer de quelle manière ces appels constituent une contribution par M. Ngaïsona. Et ils doivent vous montrer que cette contribution a spécifiquement contribué aux crimes imputés dans des endroits précis et à des dates précises. Ils n'y arrivent absolument pas. Pour conclure sur ce point, avec encore une remarque, la conséquence de l'incapacité de l'accusation à établir une interaction substantielle et authentique entre M. Ngaïsona et quelqu'un associé même de manière distante avec M. Yekatom avant le 5 décembre, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de lien entre M. Ngaïsona et les crimes imputés, chef 1 à 6 et 8. Il n'y a absolument rien de substantiel dans le dossier du procès qui vous permettrait de dire que M. Ngaïsona a bien contribué à ces crimes commis, ou qu'il savait qu'ils allaient avoir lieu, ou qu'il avait l'intention de les faire avoir lieu. L'accusation n'a pas du tout pu vous démontrer ceci. Pour toutes les questions qui restent au sujet de ces appels avec Ngrémangou, eh bien, nous vous renvoyons au paragraphe 552 de notre mémoire, ainsi que la partie de notre mémoire consacrée aux éléments de preuve ayant trait au relevé téléphonique. Je vais maintenant avancer dans le temps pour passer aux événements à l'école de Yamara, chef 11 à 17. Même chose pour ces incidents, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, l'accusation n'essaie même pas ici de montrer un lien
parce qu'il y a un trou complet dans le dossier des preuves à cet égard. Il n'est pas suffisant de laisser entendre, comme l'accusation le fait au paragraphe 469 et 473, que des membres allégués du groupe Gobéré sont arrivés à Yawara à un moment non spécifié dans le temps, au paragraphe 674, que les personnes enlevées ont été libérées sur l'ordre de Ngrémangou. Ça n'est pas suffisant. Premièrement, comme nous le disons dans notre mémoire, paragraphe 215, les éléments de preuve n'établissent pas que Yagouzou faisait partie de la direction de Gobéré ou même qu'il était présent à Gobéré. Deuxièmement, même s'il était présent à Gobéré, la preuve s'arrête là. Il n'y a aucune suggestion que Yagouzou ou Ngrémangou ou qui que ce soit d'autre ait reçu des instructions, ait informé ou consulté M. Ngaïsona d'une manière ou d'une autre, ou à un moment donné, s'agissant de ces événements allégués. Il n'y a tout simplement aucun lien entre ces événements et M. Ngaïsona. Il n'y a aucune preuve qu'il ait fait quoi que ce soit pour aider à la commission de ces crimes. Aucune preuve qu'il aurait pu prévoir ces événements, qu'il ait pu entendre parler d'eux. Il n'y a aucune preuve qu'il aurait pu faire quoi que ce soit pour les arrêter. Et l'accusation n'essaie même pas de démontrer que ce lien existe. Ils évitent totalement cela dans leur dossier et ce silence en dit non. Là encore, l'accusation ne s'est pas acquittée de sa charge s'agissant des chefs 11 à 17. Je passe maintenant aux réunions qui auraient eu lieu à l'école de Yamara en décembre 2013 et nous traitons de ces réunions au paragraphe 542 de notre mémoire. L'accusation semble s'appuyer sur des courriels envoyés par M. Ngaya pour impliquer que M. Ngaïsona était d'une manière ou d'une autre impliqué dans les activités anti-Balaka qui entouraient ces réunions. Mais pour ce faire, l'accusation ignore complètement le témoignage de Ngaya, où il a dit qu'à sa connaissance, M. Ngaïsona ne faisait pas partie du CLPC ou des anti-Balaka. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ngaya lui envoyait des mails à ce sujet en tant qu'ancien ministre, en tant que quelqu'un qui pouvait apporter son aide. Les réunions de Yamra et les courriels qui ont suivi ne font que renforcer la preuve que M. Ngaïsona n'avait rien à voir avec le mouvement à ce stade, mais qu'il était déjà considéré par certains comme un chef politique potentiel, quelqu'un qui pouvait contribuer à trouver une solution à la crise. Ces réunions montrent également qu'il n'y avait pas de coordination entre les factions nord et sud des anti-Balaka, ce qui est confirmé également par une autre réunion qui a eu lieu à la résidence du président Samba Panza en janvier 2014. Hier, la défense Yekatom, de manière très convaincante, a expliqué pour quelles raisons l'accusation n'avait pas pu établir un lien entre les sections nord et sud avant la réunion de juin 2014. Donc, je ne vais pas y revenir, mais nous sommes d'accord avec ce qu'ils ont dit à cet égard. Je voudrais maintenant évoquer deux questions distinctes s'agissant de la réunion de janvier à la résidence de Mme Samba Panza. Premièrement, paragraphe 112 de leur mémoire. Et de nouveau, dans leurs arguments lundi, l'accusation s'accroche au fil ténu de preuves apportées par P0974 qui a déclaré que pendant la réunion à la résidence de la présidente Samba Panza, M. Ngaïsona aurait dit qu'il avait organisé des anciens membres FACA à partir du Cameroun. Bon, c'est une déclaration plutôt extraordinaire, qui serait certainement restée à l'esprit de n'importe quel participant de cette réunion. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait oublier facilement. Or,
aucun des participants à la réunion qui est venu déposer ici et dont vous avez les pseudonymes sur l'écran, aucun d'entre eux n'a dit quoi que ce soit à cet égard. Et nous avons 5 autres témoins au moins qui ont participé à cette réunion, outre Madame Samba Panza elle-même. Donc ça fait 6. Et ce qui est révélateur, lorsque Madame Samba Panza a été priée de décrire ce qui avait été discuté lors de cette réunion, elle n'a pas corroboré P0974. Pas plus que M. Cocaté ou P0487. Même si ces deux témoins tenaient beaucoup à pouvoir incriminer M. Ngaïsona et n'ont pas dit la vérité sur plusieurs autres aspects dans leur déposition. Aucun d'entre eux ne se souvenait que M. Ngaïsona ait dit cela. Parce que M. Ngaïsona ne l'a jamais dit. P974 n'a pas dit la vérité. Et les 6 autres témoins présents à cette réunion n'en ont pas parlé non plus. La deuxième chose que je voudrais soulever à propos de cette réunion, c'est l'affirmation de l'accusation selon laquelle M. Ngaïsona serait celui qui avait invité M. Lekatom à cette réunion. Paragraphe 394, note en bas de page 811 du mémoire de l'accusation. L'accusation, à tort, fait référence à la déposition de Mme Samba Panza pour étayer cette allégation. Mais si l'on regarde d'un peu près, on constate que ça n'est pas exact. Elle ne l'a jamais dit. Elle ne l'a pas dit du tout, du tout. Donc cette référence est tout à fait fallacieuse. La référence à P0876 est également erronée parce que lorsqu'on le regarde de près, il dit quelque chose de tout à fait différent. Il ne parle pas de cette réunion, ainsi que les 2 pièces de preuves documentées également. Il n'y a pas de mention de cette invitation de M. Ngaïsona à M. Yekatom. Donc cette affirmation est totalement non étayée et elle fait l'objet de sévères contradictions par les preuves fiables selon lesquelles les 2 groupes sont arrivés et sont partis séparément. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments de preuve qui contredisent la position de l'accusation. Et cela démontre que non seulement M. Ngaïsona n'était pas la raison pour laquelle M. Yekatom avait participé à la réunion de janvier à la résidence de Samba Panza, mais également que les 2 hommes n'ont pas eu d'autres interactions jusqu'en juin 2014, la réunion convoquée par l'ONG Mouda. Et je vous renvoie au paragraphe 543 à 547 de notre mémoire pour davantage de détails sur la séparation entre les 2 groupes et leur fusion ultérieure. Alors, où cela nous amène-t-il s'agissant des chefs 24 à 28? Je rappelle que ces crimes auraient été commis en 2014 sur l'axe PK9 Mbaïki. Eh bien, cela ne nous amène nulle part. Il n'y a aucune preuve que M. Ngaïsona il n'y a aucune preuve que M. Ngaïsona ait contribué à aucun des crimes chefs 24 à 28. Et d'ailleurs, toute cette partie du mémoire de l'accusation ne fait même pas mention de M. Ngaïsona. Donc il faut faire un long détour pour arriver à cette même conclusion. Il n'y a tout simplement aucune preuve que M. Ngaïsona ait fait quoi que ce soit pour contribuer à la commission de ces crimes allégués. Aucune preuve qu'il ait pu prévoir que ces événements pouvaient avoir lieu, qu'il n'ait jamais entendu parler d'eux, et même s'il en avait entendu parler, il n'y a aucune preuve qu'il aurait pu faire quoi que ce soit pour les arrêter ou pour les sanctionner. Ce qui signifie, Monsieur le Président, que la preuve n'étaye pas la théorie de l'accusation au-delà de toute doute raisonnable. Monsieur Ngaïsona doit être acquitté
pour tous les chefs liés aux crimes qui auraient été commis par le groupe de M. Yekatom. J'en arrive maintenant à mon deuxième sujet, qui est Bosangoa, les crimes commis à Bosangoa. Monsieur le Président, nous n'avions initialement pas l'intention de parler de ces crimes pendant nos soumissions orales, étant donné que notre mémoire les traite à l'envi. Néanmoins, à la lumière des arguments déployés par l'accusation lundi, nous avons estimé qu'il fallait que nous corrigions le dossier sur un certain nombre de points. Parce que, une fois de plus, l'accusation déforme, cite à mauvais escient, sélectionne la preuve dans la mesure où celle-ci lui ouvre le chemin à un récit incriminant. Je vais vous donner plusieurs exemples sur 3 aspects. Je serai brève. Paragraphe 133 du mémoire de l'accusation. Il va probablement pour essayer de détailler un peu le peu d'éléments dont il disposait, l'accusation indique pour la première fois que les anti-Balaka ont attaqué Bosangoa, non pas 2, mais 3 fois à l'automne de 2013. Le premier aurait eu lieu entre 6 et 9 septembre, le 6 et le 9 septembre. Or, aucun des témoins que nous avons entendus n'a jamais parlé de cela pendant le procès. Personne n'a parlé de 3 attaques. Ils ont parlé de 2 attaques, ce qui signifie qu'aucune des références que vous voyez à la note en bas de page 255 de leur mémoire ne vient étayer cette allégation. L'accusation semble avoir créé cette attaque supplémentaire comme ça à partir de rien. Deuxièmement, la preuve de l'accusation s'agissant des meurtres allégués le 5 décembre est tout aussi peu convaincante. Et nous vous renvoyons aux arguments dans notre mémoire qui traitent de ces meurtres allégués en détail. J'aimerais citer les exemples les plus flagrants d'une évaluation négligente de la preuve et d'une présentation erronée des témoignages. L'accusation fait valoir, paragraphe 607, que les éléments de preuve ne montrent pas qu'une confrontation armée a eu lieu autour de la maison de l'imam au cours de l'attaque du 5 décembre. Et pour cette raison, il vous demande d'évacuer la possibilité que des victimes aient pu trouver la mort pris entre 2 feux. Il s'appuie sur le récit donné par P1577 de l'événement. Et le problème, c'est que ce faisant, ils ignorent un passage clé de la déposition de leur propre témoin P1577, celui-là même sur lequel ils s'appuient. P1577 nous déclare qu'il est retourné à la maison de l'imam pour voir ce qui s'était passé 2 jours après l'attaque et qu'il a pris des photos. Il a déclaré que là, très clairement, il y avait eu une bataille intense que l'on pouvait voir à cause du nombre de cartouches utilisées qui étaient éparpillées sur le sol. Et son témoignage est étayé par les photos qu'il a lui-même prises de ces cartouches photos qui ont été prises devant la maison de l'imam et autour de cette zone. Donc, il y a bien eu un combat féroce autour de la maison de l'imam. Vous vous souviendrez également de la déposition de P966 et de P2602 sur le chemin qu'aurait pris le groupe de Kema le jour de l'attaque, qui passe à travers le quartier arabe à Bosangoa. Leur déposition suggère également que des combats ont lieu dans ce quartier, mais l'accusation également les néglige. Et je renvoie la Chambre à la carte à noter
créé par le témoin P0966 pendant son audition, et on le retrouve à CAR REG CE 0001 0004 qui montre clairement le trajet effectué par le groupe pour lancer l'attaque du 5 décembre sur Bossangoa. Alors cette approche négligente de l'accusation vis-à-vis de la preuve qui ne correspond pas à sa thèse est de nouveau reflétée dans l'argument en soutien de la mort supposée de C17, appelé également C17 Moussa. Pour essayer d'établir cette mort, l'accusation s'est obstinée à s'appuyer sur la déclaration en règle 68.3 de P2453 comme étant la seule fondation, le seul fondement de cette accusation. Et ça apparaît dans leur mémoire au paragraphe 610, 620 et 635. L'accusation va jusqu'à défendre que cette preuve est une preuve directe et incontestée. Ils ignorent donc ainsi complètement l'impact de la déposition au prétoire du témoin. La Chambre se souviendra de cette déposition de P2453. Le témoin nous a dit ici, en salle d'audience, qu'aucun réfugié ou aucune personne déplacée n'a été blessée lorsque les anti-Balaka étaient proches de l'école Liberté. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu qui tirait sur qui, répétant constamment qu'il n'avait rien vu de l'attaque. C'était en fait tellement évident que Monsieur le Président, vous-même, avez déclaré que c'était une perte de temps de poursuivre cette ligne de contre-interrogatoire parce qu'il était clair que P2453 n'était pas un témoin oculaire. En fait, il n'y en avait pas du tout de témoins oculaires de cette mort supposée. Aucun. Donc, il est faux d'argumenter, comme fait l'accusation, que P2049 et P1577 ont corroboré tout cela. Ils ne l'ont pas fait. Cette mort supposée n'est pas étayée et donc pas établie. Mais l'aveuglement décidé de l'accusation ne s'arrête pas là, malheureusement. Lundi, le procureur vous a montré ce qu'il présente comme des preuves visuelles des meurtres supposés de Bossangoa le 5 décembre 2013, concrètement une photo obtenue de P2049. Mais, madame, messieurs de la Chambre, c'est faux et ils le savent. Comme cela est montré dans l'annexe A18 de notre mémoire, l'image de fait avait été prise à la mosquée Ali Babolo de Bangui. Et pourquoi est-ce que je dis qu'ils savent que c'est un faux? Bien, d'abord, parce qu'ils connaissent leurs éléments de preuve, ils les ont examinés avant le procès, et puis ils les ont examinés de nouveau lorsqu'ils ont préparé leur motion en versement direct. Et de fait, la motion en versement direct dans laquelle la recevabilité de l'élément que l'on voit à droite de l'écran a été demandée, dans cette motion-là, ils décrivent cette vidéo comme une vidéo prise à la mosquée Ali Babongo de Bangui. Alors peut-être ne se souvenaient-ils pas de cela lorsqu'ils ont rédigé leur mémoire de conclusion? Peut-être, si on veut être, disons, très généreux. Mais ils n'ont pas d'excuse d'avoir réitéré ce mensonge ici, en salle d'audience, lundi. La réalité, madame, messieurs les juges, qu'ils ne souhaitaient pas voir, c'est que P2049 n'était pas fiable sur cette photo, comme il ne l'était pas pour beaucoup de son témoignage. Il y a des paragraphes de notre mémoire qui se penchent sur la question également, ainsi que dans l'annexe.
Pour passer à un autre meurtre supposé, le lundi, le procureur a également défendu la thèse selon laquelle il n'était pas établi que l'une des victimes supposées, Koursi Abdelrahim, portait des armes pendant le régime Seleka à Bossangoa. Ils ont écarté cela comme, et je les cite, provenant d'anecdotes et de rumeurs manquant de précision. Bon, encore une fois, l'accusation enfouit sa tête dans le sable pour éviter de voir la vérité qui ne lui convient pas. Odette Namsona, témoin de la défense, a vu de ses propres yeux, Madame, Messieurs les juges, elle a vu Koursi armé, menacer la population locale à côté des Seleka et des 30-46-08 et le témoin de la défense, Faustin Denguessé, ont apporté des éléments qui corroborent cette thèse. Ce ne sont pas des rumeurs ou des anecdotes, Madame, Messieurs les juges. Les témoins appelés par la défense ont identifié clairement des membres de la population musulmane locale qui ont pris les armes et qui ont aidé les Seleka dans leurs crimes contre les civils à Bossangoa. Il y en a même un qui l'a vu de ses propres yeux, le témoin de l'accusation P2049 porter une machette. Et dans tous les éléments de preuve que nous avons réussi à trouver des preuves visuelles et je renvoie la Chambre à l'annexe 8-21 de notre mémoire. A21, pardon, de notre mémoire. Dernier point sur les meurtres supposés. L'accusation entend déclarer coupable M. Nguessona pour 2 meurtres qui ne font pas partie des charges, celui concrètement d'Ousmane Abakar et de sa mère. Madame, Messieurs les juges, ces meurtres ont été défendus, l'idée de ces meurtres supposés a été défendue devant la chambre préliminaire et la chambre préliminaire ne les a pas confirmés. Donc, d'après nous, le procureur essaie de vous convaincre d'aller au-delà des charges énoncées. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, la seule preuve citée pour soutenir ces meurtres supposés, c'est P1577, dont les connaissances se fondent essentiellement sur des oui-dire anonymes. Donc, nous sollicitons respectueusement, Madame, Messieurs les juges de la Chambre, d'ignorer ces 2 crimes supposés. Passons à présent brièvement au viol, aux accusations de viol à Bossangoa. Alors, à propos des chefs de viol, l'accusation utilise de façon erronée de nouveau des preuves. Encore une fois, tout ceci est abordé largement dans notre mémoire, donc je vais brièvement me concentrer sur 2 points. D'abord, alors que l'accusation fait référence à P2602 pour essayer d'établir que le violeur supposé de 2462 était un anti-Balaka, elle a écarté, car ça lui convenait, la partie de la déclaration où le témoin dit que cette personne est morte et n'avait pas participé à l'attaque du 5 décembre. La référence apparaît dans notre mémoire et cette mort est corroborée par D304608. Ce type de sélection des preuves induit à l'erreur et franchement est regrettable. Deuxièmement, l'accusation encore ici essaie d'intégrer le viol supposé de P2657 dans les charges, mais ce n'est pas le cas. La chambre préliminaire a refusé de confirmer ces charges et puis vous avait refusé de l'intégrer pendant le procès. Il n'est pas accusé de viol, pas plus qu'il n'est accusé de persécution. Et la décision de confirmation est très claire là-dessus. Les charges de l'accusation dans cette affaire se fondent uniquement sur la conduite supposée qui a entraîné les charges confirmées. Et ce viol
n'en est pas une. Quoi qu'il en soit, tel que nous le défendons dans notre mémoire, il n'est pas établi par les preuves à votre disposition, parce que ce sont des preuves qui ne sont pas crédibles, qui sont incohérentes intrinsèquement et qui n'identifient pas correctement l'auteur. Et je vous renvoie, Madame, Messieurs les juges, à notre écriture sur la question, l'écriture 5200. Pardon. Madame, Messieurs les juges, l'accusation a fait une évaluation négligente des preuves dans l'affaire de Bossangwa et dans d'autres parties également de leur thèse. La réalité, c'est que les preuves proposées par l'accusation en prétoire s'effondraient dès qu'elles étaient mises à l'épreuve en salle d'audience. Le récit de l'accusation par rapport aux événements de Bossangwa est une fiction. Et nous sommes confiants et espérons que la Chambre y verra clair. And I'm moving on now to my third point today, Your Honors. Et je passe sur ce à mon troisième point d'aujourd'hui, Madame, Messieurs les juges, le rôle et les limites de M. Nguessona en tant que coordinateur général du mouvement anti-Balaka en 2014. Encore une fois, sur ce sujet-là, la propension de l'accusation à sélectionner et induire en erreur est particulièrement prononcée ici. À la lecture de leur mémoire, on a l'impression de ne pas avoir assisté au même procès. Simplement parce qu'ils ignorent les preuves écrasantes, accablantes, à propos de la nature, du rôle de M. Nguessona en tant que coordinateur général, et plus important, quant aux limites de ce qu'il pouvait effectivement accomplir en occupant ce poste. Alors, pendant le temps qui me reste, limité, je vais me concentrer sur 3 points principaux et je commencerai par l'affirmation du paragraphe 272 du mémoire de l'accusation, selon laquelle, à son retour à Bangui en janvier 2014, M. Nguessona a récompensé certains membres anti-Balaka en les nommant comme zone ou à d'autres postes clés. D'abord, pied de page 551 de notre mémoire. Eh bien, cette note de pied de page contient le même document avec 4 cotes ERN différentes. Ça donne déjà une idée assez claire de comment ils ont lutté pour établir leurs points. Et puis, qui pirait, ce document, qu'il cite 4 fois donc, est un communiqué de presse en date du 14 février 2014 que vous avez vu plusieurs fois au cours du procès et qui, de fait, n'était pas la thèse selon laquelle M. Nguessona a récompensé qui que ce soit ou a nommé qui que ce soit à quelque fonction que ce soit. Comme c'est habituel dans leur mémoire, l'accusation crée un écran de fumée pour éviter d'avoir à être confronté à la vraie preuve dans le dossier, à savoir que les Comzones se nommaient eux-mêmes. Et il y a pléthore d'éléments de preuve qui le démontrent. Référence à une note en pied de page de 2036 de notre mémoire, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et vous les voyez à l'écran actuellement. P1077, P1521, D304756, P0808, P0889 et P0888. Autant de témoins des provinces et de Bangui, la plupart de l'intérieur, direct, et tous ont dit très clairement que M. Nguessona n'avait rien à voir avec la nomination des Comzones. Et pourtant, l'accusation continue d'insister sur ce faux récit, ce récit erroné. Et l'accusation utilise la même tactique, on attend bien de page 552, lorsqu'ils soutiennent que M. Nguessona a récompensé des personnes à travers des postes au PCUD. Stratégiquement, il faut référence à un document unique, ainsi qu'à la déclaration en règle 183 de P0889. Encore une fois,
Ils ignorent délibérément que ce même témoin a fait un commentaire sur le même document dans le prétoire, déclarant que plusieurs noms figurant sur la liste des membres supposés du PCUD, en fait, n'avaient jamais été membres du PCUD. Donc, soutenir que ces personnes ont été promues, récompensées par M. Nguessona dans son parti politique est totalement inexact. L'accusation sait également fort bien que même si M. Nguessona était coordinateur à partir de janvier 2014, il était remis en question dans ce poste par plusieurs autres responsables, parmi lesquels Vénézoui, Kokate ou Mokom. Et qu'en fait, sa sphère d'influence parmi les comzones de l'Antibalaka et les éléments était en fait très limitée. Et témoigner qu'il n'y avait pas moyen de mettre la moindre pression sur les comzones car ils étaient complètement autonomes, on ne pouvait pas leur donner d'ordre. P808 ajoutait également qu'on ne pouvait pas exclure, renvoyer les comzones, ils avaient leurs armes, vous vous exposiez si vous essayiez. La seule manière était d'essayer de leur parler, et même comme ça, et même parfois, il fallait s'agenouiller et les supplier de faire ce qu'il convenait. Voilà l'impuissance de M. Nguessona face aux comzones armés. Et je reviendrai là-dessus ultérieurement dans cette présentation. Qui plus est, les éléments au dossier montrent clairement que M. Nguessona a essayé de conseiller et d'influencer les comzones, mais que malheureusement, il a en grande mesure échoué. Parce que c'était le chaos, parce qu'ils étaient armés et qu'ils ne l'étaient pas. En fait, c'était un leader politique édenté, pour ainsi dire. Et aussi parce qu'avant la fusion du mois de juin, M. Nguessona n'avait aucune influence sur la faction sud des Antibalaka. Donc défendre qu'il pouvait contrôler les comzones dans tout le pays est évidemment erroné. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas non plus punir les membres des Antibalaka ou les comzones. P0889 l'a expliqué de manière très éloquente lorsqu'il a dit que, étant donné que les comzones étaient armés, il, au pluriel, pouvait punir M. Nguessona, mais M. Nguessona ne pouvait pas les punir. Et ceci a été confirmé par 1521.
M. Nguesson a été même attaqué par certains Comzones. Il a mis sa vie en jeu pour essayer de les convaincre d'abandonner leurs armes. Et vous vous souviendrez, Madame, Messieurs de la Chambre, comment plusieurs témoins ont témoigné de l'attaque de Njilo contre M. Nguesson, comment il a tiré sur sa maison, comment il a essayé de le tuer. Ce qui constitue un exemple de la menace que représentaient les Comzones sur le leadership politique des anti-Balaka. L'accusation essaye aussi d'exploiter un entretien daté du 1er avril 2014, au cours duquel M. Nguesson aurait dit que quand il donne un ordre à un membre des anti-Balaka, il y a une réaction immédiate. En français original, immédiatement suivi des faits. J'insiste sur le je pense que c'est immédiatement suivi des faits. Parce que là, il faut bien comprendre cette déclaration dans son contexte. Aux alentours d'avril 2014, le leadership de M. Nguesson a été contesté de toutes parts. Le chaos régnait à Bangui et ailleurs, et lui essayait de contrôler le mouvement anti-Balaka. Il s'agissait là d'une déclaration d'ordre politique. Est-ce que ce conseil au Comzone a été suivi, ou est-ce que, comme le montrent les preuves, cela n'a pas été le cas? Quoi qu'il ait dit très précisément dans cet entretien, cette déclaration ne correspond pas à la réalité. Une déclaration qui ne reflète pas les faits ne peut raisonnablement être utilisée pour établir la vérité. Et ceci m'amène à parler de ce terme, coordination générale ou coordination nationale, et de son sens précis. L'accusation en parle comme s'il s'agissait de quelque chose de formel, d'une structure hiérarchique qui fonctionnait. Et ils disent, alors paragraphe 298, que M. Nguesson en 2014 a continué d'établir une véritable structure de cette coordination nationale, et ils font référence à un tableau dessiné par le témoin P 1521 qu'ils prennent a priori. Mais, Madame, Messieurs les juges, encore une fois, ils se trompent ce faisant. P 1521 a expliqué très clairement que le schéma qu'il a dessiné n'était que ce qu'il aurait dû être en théorie, mais qu'en réalité, il n'avait jamais été respecté, ce diagramme, cet organigramme. Sans le moindre doute possible, il a confirmé qu'il n'y avait pas de relation hiérarchique au sein de la structure de la coordination et que les chefs politiques de la coordination ne pouvaient pas contrôler les comzones ou les éléments sur le terrain. Et pourtant, l'accusation a complètement ignoré ces éléments-là dans leur mémoire, de même qu'ils ont ignoré la corroboration apportée par P889, qui est encore allé plus loin en disant que la coordination n'existait que sur le papier. Et ils ont encore fait fi d'autres corroborations apportées par P808, qui a déclaré, je le cite, que cet organigramme n'est que quelque chose de théorique. Fin de citation. Mais, Madame, Messieurs les juges, ça ne convient pas à la thèse de l'accusation, donc ils font juste semblant que ces éléments n'existent pas. Et puisqu'ils ignorent tout cela, ils continuent en même temps de soutenir, ce sont leurs paragraphes 314 et 352, que Maxime Mokom dépendait de M. Nguesson et lui rendait des comptes. Mais ce n'est pas le cas. P808, une nouvelle fois, a expliqué que la ligne de transmission et de hiérarchie était purement théorique, mais qu'elle ne s'appliquait pas dans la réalité. Il a confirmé que Mokom avait son propre agenda et qu'il agissait de manière autonome. P889 a corroboré cela.
Mokom ne rendait pas compte à M. Nguessona, M. Nguessona ne rendait pas compte à Mokom. Et d'autres témoins l'ont fait également, et vous en voyez certains présents à l'écran. Je fais référence à P1521, P888, P1858. Et là aussi, sur cette diapositive suivante, c'est également le cas de P1193. Mais ces éléments n'apparaissent nulle part dans le mémoire de l'accusation. On dirait que ça n'est jamais arrivé. Il est également faux de d'énoncer, comme ils le font au paragraphe 352, que M. Yekatom dépendait de M. Nguessona à un moment quelconque avant juin 2014 et que M. Nguessona avait la moindre autorité sur M. Yekatom. Et je ne vais pas répéter les raisons de cela. Ça apparaît dans notre mémoire et nos collègues de l'équipe de défense de Yekatom l'ont expliqué de manière très convaincante dans leur intervention orale hier. Encore une fois, pour résumer ce point, en réalité, qu'est-ce qu'est la coordination nationale? Eh bien, c'est une sorte de nom un peu pompeux pour ce qui finalement n'était qu'une tentative d'apporter une certaine structure à un mouvement qui n'en avait pas la moindre. Une structure qui aurait pu apporter le calme, moins de chaos, mais qui, de fait, n'a jamais été une grande réussite, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le chaos s'était emparé du pays début 2014. Ensuite, parce que l'aide demandée par M. Nguessona au gouvernement de transition et aux forces internationales ne s'est jamais concrétisée. Parce que les ressources manquaient, mais que les besoins étaient grands. Et aussi parce que certaines personnes, comme Mokom, avaient un programme différent. Vous pouvez appeler ça un échec. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il s'agissait d'une organisation hiérarchique avec des lignes hiérarchiques et de rapports effectifs. Parce que les preuves fournies par leurs propres témoins montrent l'inverse. On to my of knowledge and criminal intent. Et je passe maintenant à mon point 4. Mens rea, intention criminelle et connaissance. Je ne vais pas vous surprendre, Madame, Messieurs les juges, quand je dirai une nouvelle fois que l'accusation n'a pas démontré cela. Comme vous le savez, les articles 25.3 C et D représentent les formes les moins élevées de responsabilité dans le statut. Il jette le filet assez large, aussi largement que possible. Pour cette raison, les critères de mens rea sont plus exigeants et plus spécifiquement, pour 25.3c, on parle même d'un mens rea plus élevé. Et c'est ce que dit la jurisprudence dans l'affaire Bemba et autres, ainsi que dans l'arrêt Alassane plus récemment. L'article 25.3d est tout aussi exigeant. La jurisprudence applicable devant cette Cour stipule qu'une connaissance générale n'est pas suffisante mais que l'accusé doit être informé de l'intention du groupe à commettre chacun des crimes spécifiques auxquels il contribue. L'accusation sait bien que les preuves ne leur permettent pas de démontrer cette intention, ce mens rea au niveau requis. Donc, ils essaient de diminuer, d'abaisser la barre. Ça n'est pas pour vous convaincre que vous ne devez pas appliquer toute la rigueur dans votre analyse. Et cela transpire dans leur mémoire, en particulier dans les 30 pages qu'ils consacrent à la connaissance et à l'intention de M. Nguessona. Par exemple, paragraphes 309 et 314, où on dit, et je cite, M. Nguessona savait que les anti-Balaka commettraient ces types de crimes imputés. Non pas les crimes spécifiques, notez bien, mais les types de crimes.
parce que, comme nous l'avons indiqué au début de ma plaidoirie, il n'y a pas de preuve qu'ils savaient, qu'ils connaissaient aucun des crimes spécifiques imputés, qu'ils savaient qu'ils allaient être commis. Donc, ils essaient d'abaisser la barre, de réduire le critère. Ils disent, sans le dire expressément et à l'encontre de la jurisprudence claire de cette Cour, qu'une intention générale est suffisante. Autre exemple, paragraphe 318, où ils arguent que ces types de crimes se sont déroulés précédemment en République centrafricaine et que donc c'était de connaissance commune qu'ils pouvaient être commis de nouveau. Bon, il est difficile de comprendre ou d'évoquer tous les préjugés accumulés dans cette affirmation. Bon, l'accusation dit finalement aux Centrafricains qu'on sait bien que de toute façon, ils ne sont pas civilisés, que de toute façon, tout le monde sait qu'ils sont enclins à la violence et à la cruauté, et donc que tout le monde doit savoir que cela risquait d'arriver à nouveau. C'est tout de même assez malheureux comme affirmation, pour dire le moins. Et malgré le caractère incendiaire de cette affirmation, elle n'atteint quand même pas le niveau requis. Elle ne montre pas que M. Ngaïsona ait été conscient ou qu'il ait eu l'intention de contribuer spécifiquement aux crimes imputés. Autre tactique qu'ils utilisent, simplement recommencer à discuter la contribution alléguée. Ils répètent, reformulent, réorganisent les mêmes choses encore et encore, comme si cela les rendait plus convaincantes. Ils ont recours également à des conclusions très incriminantes sans aucune référence, pas de note en bas de page, pas d'éléments de preuve, rien du tout, juste leur opinion, qui ne s'inquiète pas de preuves. Je vais maintenant entrer davantage dans les détails en commençant par la connaissance et l'intention alléguée de M. Ngaïsona s'agissant des événements de 2013, tels qu'allégués. Pour 2013, l'accusation s'appuie lourdement sur la couverture médiatique pour essayer de prouver que M. Ngaïsona était bien informé des attaques alléguées contre les civils musulmans et que cette connaissance aurait dû être un avertissement et qu'il aurait dû partir, qu'il aurait dû s'en aller et que le fait qu'il ne l'ait pas fait prouve son intention criminelle. Paragraphes 147 et 348-349, par exemple, ils font référence à un certain nombre de journaux, de reportages télévisuels, de rapports des Nations Unies ou d'ONG. Et lorsque vous regardez ces sources, vous comprenez que beaucoup de ces rapports, en fait, sont des journaux de la RCA auxquels M. Ngaïsona n'aurait pas pu avoir accès pendant son exil. D'autres sont des rapports ou des articles en anglais, une langue que M. Ngaïsona ne parle pas ou ne comprend pas. D'autres ont été publiés bien plus tard, donc il n'était pas disponible à ce moment-là. C'est le cas de la vidéo montrée par l'accusation lundi, utilisée pour montrer que M. Ngaïsona aurait dû être informé de l'attaque de Boali lorsqu'elle a eu lieu le 3 décembre 2013. Ce reportage à la télévision a été diffusé à peu près 6 semaines après l'attaque, d'après les métadatas disponibles. Donc, ça n'a jamais pu être un avertissement au sujet du 5 décembre, comme l'accusation l'a indiqué lundi. Seule une poignée de documents cités aurait pu potentiellement, théoriquement,
avoir été lu par ou vu par M. Ngaïsona à ce moment-là, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait effectivement eu connaissance de ceci. Pour ce qui est de l'attaque de Boali alléguée, paragraphe 223 à 225 du mémoire de l'accusation, l'accusation a fait valoir que M. Ngaïsona devait avoir connaissance du fait que les crimes étaient commis contre les civils musulmans à Boali parce que d'autres témoins avaient entendu parler de l'attaque. Il cite 3 témoins. P. 1847 dit qu'il a entendu ces nouvelles. Je cite en français. That's a far cry from the several. On est loin des nombreux meurtres de civils que l'accusation évoque. Ensuite, P. 884, qui se trouvait à Boeing à ce moment-là, donc relativement près, donc il était au moins dans le pays. Il déclare qu'il a entendu l'attaque à la radio locale et que c'était de connaissance commune. Bon, en passant, Monsieur le Président, ça n'est pas parce qu'un témoin nous dit que c'est de connaissance commune que cela change les choses. La plupart du temps, c'est simplement une expression comme ça pour dire qu'il y avait des rumeurs que. Un troisième témoin cité par eux, c'est le témoin D30 4848 qui a déclaré que des soldats faisaient attention à ce qui se passait et que cela a été évoqué également dans les médias. Mais il n'y a aucune preuve, quelle qu'elle soit, que M. Ngaïsona ait eu accès à ces nouvelles, qu'il écoute même les mêmes émissions de radio, qu'une poignée de témoins les ait entendues. Ça ne veut pas dire que M. Ngaïsona, lui, les a entendus. Il y a 5 ans, la Chambre préliminaire a fixé les critères que devait respecter l'accusation s'agissant de l'utilisation des rapports des médias, en particulier en ce qui concerne le fait de prouver que de tels rapports avaient bien atteint M. Ngaïsona. Eh bien, ils n'ont pas avancé du tout sur ce point. Ils sont toujours incapables de démontrer que ces rapports des médias avait vraiment atteint M. Ngaïsona, qu'il en avait eu connaissance, qu'il avait entendu parler de ces événements spécifiques ou qu'il ait reçu à travers ces indications un avertissement. Rien n'a changé depuis la décision de confirmation. Pour revenir à l'attaque de Boali, eh bien, qui est symptomatique dans cette affaire, il n'y a rien non plus. On a parlé beaucoup de Facebook ce matin et dans notre mémoire. Une dernière chose sur cette attaque de Boali. L'accusation cite un courriel qui aurait été reçu par M. Ngaïsona en décembre pour l'informer de cette attaque. Mais même si ce courriel était authentique, est-ce que M. Ngaïsona l'a véritablement lu ou peut-être qu'il est allé dans la case spam et qu'il ne l'a jamais vu? Et s'il l'a lu, à quel moment l'a-t-il lu? Et même s'il l'a lu le 4 décembre, ce courriel ne parlait pas du fait que des civils avaient été tués, que des civils musulmans avaient été tués. Alors comment en arriver directement à la conclusion qu'il aurait dû, M. Ngaïsona aurait dû savoir que des civils musulmans étaient ciblés pendant l'attaque de Boali. Et pour ce qui est de la connaissance commune à cet égard, eh bien, il faut rappeler que lorsque P1521 a été interrogé par l'accusation au sujet de l'attaque du 5 décembre à Bossangoa, il a déclaré qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et c'est une personne qui faisait partie des anti-Balaka, qui appartenait à la coordination ensuite en 2014. Il a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler d'une attaque, cette attaque à Bossangoa, avant qu'on lui en parle à la cour. Donc dire que tout le monde était au courant des attaques qui avaient lieu dans les provinces en 2013, ça n'est pas exact. L'accusation doit prouver
que cette connaissance existait effectivement, en tout cas pour ce qui est de M. Nguyen Sona, et qu'il n'avait pas agi à cet égard. Je vais maintenant passer aux autres arguments de l'accusation au sujet de la connaissance de M. Nguyen Sona en 2013. Mais nous avons largement développé cela dans notre mémoire. Avant de passer à 2014, je voudrais revenir sur une théorie de l'accusation que M. Nguyen Sona avait bien cette mentalité anti-musulman en 2013, selon ses propres termes. Alors, le concept, c'est juste avant le coup d'État. Les Séléka arrivent et ils parlent dans une région où, à cause de sa proximité au Tchad, il y a une population musulmane importante. Et il dit au public qu'ils n'ont qu'un pays, un pays unique, qu'ils doivent être les artisans de la paix et de la sécurité. Il demande au public de rester optimiste, d'échanger, de réfléchir, de promouvoir une culture de la paix, de la tolérance, du travail, du progrès et du développement. Il n'y a pas là la moindre trace de mentalité anti-musulmane dans ce discours. Et c'est à peu près la seule déclaration publique de M. Nguyen Sona jusqu'en janvier 2014. Alors, peut-être que d'autres ont exprimé un esprit anti-musulman à un moment donné, mais M. Nguyen Sona, non. Même au plus fort de la crise, même au moment où les Séléka approchaient, il lançait des appels pour la paix. Il demandait l'unité. Il appelait à la réconciliation. Et il a continué à le faire avec une consistance remarquable pendant toute la période des charges et après. Bon. En voyant que les preuves liées à 2013 ne les conduisaient nulle part pour ce qui est de prouver l'intention criminelle de M. Nguyen Sona, l'accusation a eu recours à des actions et à des déclarations de 2014. Mais malheureusement, les preuves de 2014 ne révèlent que la faiblesse extrême de leur affaire. Comme je l'ai rappelé précédemment, au titre de l'article 25.3 C et D, l'accusation doit montrer que M. Nguyen Sona avait bien apporté son aide avec l'objectif de faciliter le crime. Et c'est là que la théorie de l'accusation tombe, parce qu'il y a toute une série d'éléments de preuve montrant que toutes les mesures prises par M. Nguyen Sona en 2014 pour structurer les anti-Balaka, pour les conseiller, pour les nourrir, pour plaider en leur faveur, tout cela n'a été fait qu'avec un seul objectif en tête, le retour à la paix. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, l'accusation vous demande en fait de regarder les mots et les actions de M. Nguyen Sona en 2014 et de supposer, de partir de l'hypothèse qu'il les prononçait de mauvaise foi. C'est le seul angle dont il dispose, parce que, a priori, ces mots ne démontrent pas d'intention criminelle. Donc, il les torde, il les déforme, il les interprète à mauvais escient. Et il vous demande de faire la même chose. Mais il y a un grand obstacle, c'est la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas les suivre sur ce chemin. Vous ne pouvez pas, comme eux, partir de l'hypothèse que M. Nguyen Sona plaidait pour la paix simplement comme ça, comme une arnaque, comme une manière de dissimuler ses crimes. Et quoi qu'il en soit, il y a toute une série d'éléments de preuve qui montrent que ça n'était pas le cas, que en fait, il était véritablement à la recherche d'objectifs pacifiques. Et je vais maintenant approfondir ce que l'accusation allègue exactement. Premièrement,
L'accusation utilise toutes les références aux crimes de Seleka, des Seleka par M. Ngaïsona ou d'autres comme preuve de ce que M. Ngaïsona essayait d'attiser le désir de revanche. Il y a plusieurs problèmes à cet égard. Premièrement, en 2014, la population centrafricaine était encore sous le choc total de ce qu'il venait de subir. Plusieurs témoins pendant ce procès vous ont dit que le niveau de violence infligé par les Seleka sur la population civile était quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Donc, en 2014, dans les semaines et mois qui suivent le départ enfin des Seleka, eh bien, c'était ce que tout le monde avait à l'esprit. Tout le monde était encore sous le choc, je le répète. Pour reconnaître la victimisation des Centrafricains, ça ne consiste pas à animer ce désir de vengeance. Le faire, c'est réducteur et porter atteinte aux victimes des Seleka. L'accusation devrait s'en sentir embarrassée. Embarrassant également le fait que, pour étayer cela, ils ne peuvent citer que le document demandant que les éléments anti-Balaka soient cantonnés, envoyés au bureau du président en février 2014. Donc, ce n'est pas un document qui pouvait être à la portée de n'importe quel élément anti-Balaka. Et il y a une déclaration donnée par M. Ngaïsona en septembre, bien en dehors de la période couverte par les charges, paragraphe 324-325. À part cela, il cite d'autres personnes et non pas M. Ngaïsona. Alors, pourquoi ne le cite-t-il pas davantage? Eh bien, parce que s'il citait davantage ses paroles, eh bien, il faudrait peut-être qu'il reconnaisse, à part reconnaître la victimisation provoquée par les crimes des Seleka. Il a également à plusieurs reprises appelé au fait de déposer les armes, de respecter la population musulmane, de se réconcilier, d'encourager la cohésion sociale. Je voudrais attirer votre attention sur cela, Monsieur le Président. Ils allèguent également à mauvais escient que M. Ngaïsona fait référence aux musulmans de la RCA comme étant des Boko Haram, paragraphe 333. Cette affirmation a été recyclée de leur mémoire préliminaire sans tenir compte des éléments de preuve entre-temps. Et lorsque vous regardez les termes utilisés par M. Ngaïsona dans ce contexte, eh bien, il est clair qu'il demande aux membres du groupe armé appelé Boko Haram à se désarmer. Parce que Boko Haram était bien présent au PK5. La présidente Samba Panza vous l'a dit. Et un autre témoin qui a déposé également, ici, vous l'a dit également. C'est la note en bas de page 2061 de notre mémoire. Deuxièmement, l'accusation fait également valoir le fait que M. Ngaïsona faisait partie de la coordination est une indication en tant que telle qu'il était d'accord avec la violence contre les musulmans. Paragraphe 337-342 de mémoire de l'accusation, en utilisant les mots d'autres personnes. L'accusation vous dit finalement qu'en s'associant avec le mouvement anti-Balaka en 2014, c'était suffisant pour laisser entendre l'intention criminelle, que M. Ngaïsona aurait dû s'en aller et que le fait qu'il reste montre qu'il approuvait la commission de crime. L'accusation prend des raccourcis, évite de s'adresser aux faits dans leur contexte. Le contexte est celui qui suit. C'était le chaos. Lorsque M. Ngaïsona est retourné à Bangui en janvier 2014 et pendant les mois qui ont suivi, il n'y avait plus de règles de droit, il n'y avait plus d'État fonctionnant, il n'y avait plus d'autorité de l'État, plus de police, plus de gendarmes, plus d'armée nationale, plus de pouvoir judiciaire. Et dans ce vide du pouvoir, eh bien oui, il y avait une criminalité généralisée, des crimes qui étaient commis par toute une série d'auteurs, des civils,
chrétiens et musulmans, des éléments séléka qui étaient toujours présents, des membres des 11 groupes armés qui circulaient à Bangui et dans les provinces, de faux anti-Balaka, et également de vrais anti-Balaka. L'accusation essaye de vous faire avaler les deux choses, c'est-à-dire alléguer que M. Ngaïsona était implicitement informé du fait que des crimes étaient commis, paragraphe 316, et ensuite alléguer que M. Ngaïsona ait nié que les anti-Balaka commettaient des crimes. Alors, admet-il ou nie-t-il les choses? Ça ne peut pas être les deux à la fois. En réalité, M. Ngaïsona n'a jamais nié le fait que des crimes étaient commis par certains membres anti-Balaka. Au contraire, il l'a reconnu et il a pris les mesures qui étaient en son pouvoir pour les arrêter. Vous pouvez voir un exemple de ça sur vos écrans. Il ne s'agit pas là de nier les crimes. Montrer que d'autres que les anti-Balaka commettaient également des crimes. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur Ngaïsona a à plusieurs reprises demandé votre aide avec des cartes d'identité pour identifier les coupables. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, il a demandé le cantonnement. Il a demandé à séparer les personnes armées des civils. And hand them over to the authority. He repeatedly asked the anti-Balaka to lay down their weapons. That's why he housed and gave money to feed some of them. And I want to remind you that President Samba Panza did the same for the same reasons. That's because he was trying to restore some level of order amid the chaos. Because armed men with a roof over their head and food in their bellies are less likely to go ransack, to go steal. And a myriad of witnesses came here and attested to this, to the fact that these measures were favorable to the return of peace, that they had a positive impact, and that they were taken by Mr. Ngaïsona with genuine intentions. Now, would we in this courtroom make that same decision and stay in the movement in face of the impossible situation that was prevailing in 2014? Maybe not. Maybe we wouldn't. Maybe we would walk away. But that this man stayed and tried to improve the situation despite all odds does not make him a war criminal. And to the contrary, several witnesses attested to the fact that it would have been worse without him there. That the country benefited from his decision to not walk. De bénéficier de sa décision de ne pas partir, de ne pas abdiquer sa responsabilité. Donc l'accusation peut effectivement parler, Ngaisona's words, as much as they want. Peut parler de mauvaise foi, peut sélectionner et détourner les termes de M. Ngaïsona autant qu'il le souhaite. Cela ne change pas les faits. Ce qui m'amène au paragraphe 380 et suivant, ainsi qu'à leur déclaration de lundi. Bon, vous avez maintenant, Monsieur le Président, le dossier de l'affaire qui est plein de preuves d'exactement l'opposé. À partir du moment où il est rentré à Bangui, M. Ngaïsona n'a pas cessé de demander de l'aide pour désarmer. Et vous avez un exemple de cela sur votre diapositive. And the words that you see on the screen, Mr. President, are clear. Vous voyez sur votre diapositive
un appel sans équivoque aux éléments anti-Balaka de se désarmer, de laisser faire les forces internationales, d'arrêter les criminels. Il n'y a pas d'autre interprétation des termes utilisés par M. Ngaïsona, Monsieur le Président. Il faut évaluer, Monsieur le Président, les actions de M. Ngaïsona dans leur contexte. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il était possible pour lui de faire à ce moment-là? C'est vraiment le cœur de la question. Parce que lorsque l'accusation reproche à M. Ngaïsona de ne pas avoir désarmé les anti-Balaka, ou même lorsqu'il suggère qu'il avait la possibilité de leur retirer leurs armes physiquement, eh bien non. Il ne pouvait pas faire ce qui était totalement impossible de faire. C'était tout à fait en dehors de sa portée. On me dit que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vite passer. Mais vous verrez le document sur la diapositive suivante. Monsieur Ngaïsona a rejeté les suggestions du gouvernement de demander aux anti-Balaka de retourner à leur province en citant ce document qui demande exactement cela. Je passe rapidement là-dessus. Il déclare également qu'il n'a pas fait d'enquête sur les crimes, mais il n'a jamais expliqué comment il aurait pu avoir le pouvoir d'enquêter sur ces crimes, puisqu'il n'était pas la police, comment est-ce qu'il aurait pu avoir l'autorité sur ce pays, etc. Comment est-ce qu'il pouvait prendre cette responsabilité, prendre la responsabilité de la police militaire, essayer de mener des actions. Il lui reproche tout cela. Plusieurs témoins ont parlé de ses efforts et comment ils avaient entendu parler du fait que M. Ngaïsona savait que les anti-Balaka commettaient des crimes. L'accusation dit également que M. Ngaïsona n'a pas imposé de sanctions, même s'il avait le pouvoir de le faire. Et ils font référence aux décisions excluant deux membres politiques des anti-Balaka, deux individus non armés avec des fonctions purement politiques. C'est à nouveau vous induire en erreur, Monsieur le Président. Vous vous rappellerez plusieurs témoins qui sont venus dire que M. Ngaïsona n'avait aucun moyen de sanctionner ou d'exclure des personnes en armes, que ce soit ces comme zones ou des éléments anti-Balaka. Vous verrez également cela sur vos écrans. Le paragraphe 400 de l'accusation blâmant M. Ngaïsona d'inviter les comme zones à des réunions et les forces et au forum de Brazzaville. Ils allèguent qu'il aurait dû renforcer le PBS. L'accusation ignore en fait les constatations faites par la Chambre préliminaire à cet égard. Les négociations de paix de Brazzaville font exactement cela. Ce sont des négociations de paix qui justement visent à amener autour de la table tous ces gens-là pour discuter d'une issue à la crise. Ce sont eux, justement, qui pouvaient faire arrêter la violence. C'est précisément ce dont avaient besoin les gens, d'être invités à la table des négociations. Et c'est également ce que dit P889. Loin d'être une acceptation de ce comportement, c'est un signe que M. Ngaïsona savait qu'il fallait effectivement éduquer, il fallait justement leur demander de déposer les armes et de convaincre leurs éléments de faire la même chose. Donc pour conclure, non seulement on a l'absence de preuves directes, mais également des preuves contraires, immensément de preuves contraires que le procureur utilise pour diluer la criminalité générale avant 2014 et les crimes spécifiques dont on accuse M. Ngaïsona. Je vous ai expliqué tout à l'heure dans ma présentation
pourquoi le lien entre M. Nguessona et les crimes dont il est accusé n'est pas établi. Et j'ai expliqué comment M. Nguessona, véritablement et de manière très active, a essayé d'inverser la tendance criminelle en République centrafricaine, indépendamment des auteurs, civils, faux ou vrais, anti-Balaka. Le problème ici, c'est que l'accusation confond les deux pour essayer de masquer l'absence de preuves qui lient M. Nguessona au crime dont il est accusé derrière les preuves de criminalité de masse. Un exemple, c'est qu'ils essayent de tenir M. Nguessona responsable de tout, de manière indistincte. Donc ça va bien entendu au-delà de la portée des charges, mais également au-delà de la présomption d'innocence et en fait au-delà de tous les principes de justice. Monsieur Nguessona ne peut et ne doit être tenu responsable pour l'ensemble des crimes perpétrés pendant cette période. À l'inverse, la preuve montre que les mots, les actions de monsieur Nguessona visaient à éviter les crimes, à éviter la violence. Et c'est pour cela que l'accusation s'agit comme elle s'agit. C'est pour ça qu'ils citent erronément. C'est pour ça qu'ils évitent de citer de longs pans de déposition dans leur dossier. On est allé au-delà du doute raisonnable ici. On est face à un gouffre dans la théorie de l'accusation. Et c'est pour cela que la Chambre d'instance ne peut parvenir à la conclusion de l'intention criminelle de M. Nguessona. Très rapidement, la thèse de l'accusation s'effondre. Ils ont enquêté pendant 10 ans. Ils ont interrogé des centaines de personnes. Ils ont sélectionné très précisément les témoins dont ils pensaient qu'ils allaient être le plus à charge. Tout ceci pour avoir ces personnes, les unes derrière les autres, nous dire que M. Nguessona était un homme de paix. M. Van Der Puy a dit de manière très sarcastique lundi et mardi que c'est quelque chose qu'a inventé la défense. Qu'on modifie notre thèse en fonction de la preuve. Et ce n'est pas exact, ça ne vient pas de nous. C'est les témoins de l'accusation qui l'ont dit. Et là, vous avez 2 diapositives à l'écran avec précisément cette expression. Et il y en a bien d'autres dans le dossier, utilisant d'autres termes. Les témoins de l'accusation ont également déclaré que M. Nguessona s'est battu sans relâche pour la fin des hostilités, pour promouvoir la réconciliation, à aider les communautés musulmanes, à protéger les civils musulmans, etc. etc. Et aujourd'hui, l'accusation essaie de vous convaincre que ce n'est arrivé que parce que la défense a interféré. Mais vous le savez comme nous, ceci était écrit depuis longtemps. C'était dans les déclarations prises en 2016, en 2017, en 2018, bien avant qu'il y ait même ne serait-ce qu'une équipe de défense constituée. Et pourtant, l'accusation a poursuivi sur cette voie comme un cheval fou. Les témoins de l'accusation vous ont dit que ça suffisait pour une déclaration de culpabilité. Parce que les témoins, par loyauté ou par peur, minimisaient la participation de l'accusé. Entre les lignes, ce qu'ils vous demandent de faire, c'est de réfuter tous les éléments ou toutes les dépositions en faveur de M. Nguessona formulées par ces témoins. Ils vous demandent de ne croire ces témoins que lorsque ça leur convient et lorsque ça va dans le sens de leur thèse, et ignorer le reste. Mais toute évaluation exhaustive des éléments de preuve doit prendre en compte également les preuves à décharge. Ces preuves doivent être étudiées, appréhendées de manière appropriée et pas simplement éludées selon la convenance, parce que c'est là où réside le doute. Et il y a du doute partout dans cette affaire. La présomption d'innocence requiert que ce doute soit au bénéfice de l'accusé. Madame, messieurs les juges, ce n'est pas votre travail de réduire les critères exigés pour aller dans le sens du procureur. En cette affaire, le procureur vous demande effectivement, Monsieur le Président, de convenir de l'intention criminelle de Monsieur Nguessona, mais pas à partir des éléments apportés. Au contraire, les preuves montrent que Monsieur Nguessona, à travers ses actions, à travers ses paroles, était un homme de paix qui agissait en faveur et uniquement en gardant en tête l'idée d'une réconciliation. Les victimes des crimes perpétrés par tous les bancs
en République centrafricaine ont le droit que les bonnes personnes, les véritables personnes soient tenues pour responsables. Et ces personnes ne sont pas dans ce prétoire. La justice est rendue à travers un processus équitable et pour une issue équitable. Et dans cette affaire, pour cette personne, ce doit être un acquittement de toutes les charges contre lui. Si vous me le permettez, je sais qu'on déborde, mais j'aimerais, si vous me le permettez, donner la parole à Maître Knops brièvement pour sa conclusion. Merci beaucoup. Juge président, merci beaucoup. Je pense que Maître Knops va être bref. Maître Knops, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole pour pouvoir conclure au nom de notre équipe. Monsieur le Président, je demanderai à la Chambre d'écouter la citation suivante. Il s'agit d'une citation de feu Reuben Carter, boxeur noir des années 60, incarcéré par erreur pendant 20 ans pour un triple meurtre à l'été 1966. Il est mort en juillet 2014. Il nous a laissé cet héritage qui est le suivant. Chaque officier de la Cour est tenu éthiquement à la vérité, mais pas chaque officiel de la Cour ne saura résister à la volonté pressante d'accélérer sa carrière à travers un faisceau de convictions, même si ces convictions ne sont pas la vérité. Et c'est en particulier là que gagner ou perdre devient l'alpha et l'oméga de tout, et c'est là qu'on ignore la justice et que celle-ci se perd. Fin de citation. La Chambre a entendu au cours des dernières années, et puis aujourd'hui, au cours des derniers jours et aujourd'hui encore, les effets potentiellement dévastateurs si quelqu'un et la Cour ne sait pas résister à la tentation de déclarer coupable. On a entendu des experts indépendants, P2926 par exemple, qui ont écrit 4 fois le rapport et qui ont accru à la fin les charges contre M. Nguessona de 18 références à 41 à la demande de l'accusation. On trouvera ça au transcript T39 et au paragraphe 40 de notre mémoire. Madame, Messieurs les juges, nous tous ici dans ce prétoire, tous avons la responsabilité de distinguer clairement ce que nous savons de ce que nous imaginons pour parcourir les spéculations, les bruits, les suppositions, les on-dit, ces preuves floues, n'ont pas plus de fond, n'ont pas plus de mérite que l'écho d'une voix se perdant dans un couloir. Donc voilà, messieurs les juges, vous allez étudier toutes ces preuves. Monsieur le Président, cette chambre, une chambre, nous l'espérons, ne peut ignorer l'absence de preuves directes, pas plus qu'elle ne peut ignorer l'absence de rhétorique haineuse de la part de M. Nguessona, de traces d'argent, d'échanges d'armes, pas de présence sur le terrain. Elle ne peut ignorer qu'il n'y a aucun témoin qui a dit qu'il était sur place. Dans le domaine de la justice, le critère du doute raisonnable est le seul gardien qui nous défend des condamnations erronées. Nous avons confiance en votre sincérité, en votre professionnalisme pour pouvoir dépasser ces obstacles. Madame, Messieurs les juges, nous espérons que votre jugement sera guidé par l'équité, non pas par des préconceptions, par des idées préconçues, des suppositions ou les éléments fallacieux mis en avant dans cette affaire. Monsieur Nguessona et sa famille n'exigent rien de moins, on ne demande rien de moins qu'un acquittement dans cette affaire. Car les preuves que nous avons à disposition
ne saurait décider du destin de cet homme. Monsieur Nguessona n'a pas ignoré la souffrance dans son pays. Il est revenu à Bangui, et comme l'a dit Madame Samba Panza, la cohésion sociale entre musulmans et non-musulmans était, et je le cite, tout à l'honneur de Monsieur Nguessona. Fin de citation. C'est la transcription 251. Voilà les termes utilisés par cet témoin. Il n'a pas ignoré la souffrance de son pays et il demande à la Cour de ne pas ignorer non plus la réalité des preuves. Merci beaucoup. Président, merci beaucoup, Maître Knops. Ceci conclut l'audience d'aujourd'hui. Cela conclut également l'année judiciaire, pour ainsi dire, de la Chambre. Et au nom de la Chambre, je souhaiterais remercier les parties, les participants, les membres du greffe, les interprètes également pour tous les efforts déployés au cours de l'année écoulée. La séance est levée.